Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement et surtout de la mère nature qui dicte sa loi lorsque il le faut. Mais malheureusement, parfois, lorsque la mère nature dicte sa loi, parfois, il n'est pas toujours de bon augure. Le Rwanda ainsi que la région des Grands Lacs ont été frappés par des inondations qui ont fait des victimes, qui ont fait des dégâts humains et des dégâts matériels. Aujourd'hui, le Rwanda pleure ses fils et filles qui ont perdu leur vie dans ces inondations. C'était en début du mois de mai. Le Rwanda, la partie notamment ouest du Rwanda, frontalière à la partie est de la République démocratique du Congo, qui également à son tour a été frappée par ces inondations. Des familles, de nombreuses familles pleurent les leurs jusqu'à ce jour. Du côté du Rwanda, on a dénombré plus de 150 victimes. Aujourd'hui, les décomptes continuent. On en saura en tout cas par rapport aux pertes en vie humaine. Certaines personnes qui ont perdu leur vie, certaines victimes ont déjà été enterrées par les leurs. Les autorités, le gouvernement a été au chevet de cette population et ce, aux premières heures de ces inondations, de ces catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous allons du côté scientifique examiner un peu la question, voir quelles sont les causes de ces inondations, comment est-ce que cela s'explique, pourquoi ces inondations interviennent en cette période particulière de l'année et surtout comment comprendre les causes, mais également comment est-ce que la gestion à court et à long terme peut se faire. Comment surtout prévenir ces inondations et si elles arrivent, comment être ou parer à toute éventualité. Voilà ce que nous allons essayer un peu de comprendre dans cette émission. Avec nous, aujourd'hui, nous sommes avec des gens qui maîtrisent bien la question de l'environnement et surtout ce qui est de la gestion des eaux ici chez nous, parce que ce sont des eaux également qui ont fait des ravages. Avec nous, M. Moussana, il nous vient de Rwanda Resources Water Board. C'est une agence de l'État, c'est une institution étatique, mais vous travaillez au jour le jour avec également d'autres partenaires en national, mais également dans la région et en dehors de la région. Bienvenue dans notre émission. Monsieur Bernard, déjà, c'est une situation, il faut dire, sans précédent. Sans précédent dans l'ampleur des inondations, on pourrait dire ça, et sans précédent par rapport au... quand on a regardé après la pluviométrie de ces jours, on s'est effectivement rendu compte que ce n'était pas, on n'avait jamais observé une telle quantité de pluie en une journée. Ou en une nuit. C'est-à-dire la magnitude quand même, elle est considérable. J'aimerais bien peut-être, avant d'aller dans le vif de notre sujet, voilà, on doit, pour les gens qui n'ont pas suivi, ou en tout cas on doit remémorer malheureusement cette période qui s'est passée de manière triste. C'est avec cet élément où notamment le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard, s'est rendu sur place pour représenter le chef de l'État Paul Kagame, mais également le gouvernement du Rwanda, être au chevet de la population, apporter les besoins, en tout cas apporter le soutien de la première heure. On va suivre un peu ce reportage qui nous remémore au moins les faits dans leur contexte et puis on revient avec des explications scientifiques à cette situation.
Le dernier bilan au niveau national des graves inondations et glissements de terrain, ainsi que des coulées de boue, font état de 130 morts. Au nom du président de la République, le Premier ministre, Dr Edouard Guiléné, est allé ce jeudi à la rencontre des populations durement touchées par les graves inondations qui ont frappé le nord, l'ouest et le sud du pays. Le chef du gouvernement a assuré les sinistrés que l'État apportera tous les soutiens possibles aux personnes touchées par la catastrophe. Il faut faire vite, malheureusement, dans ce genre de situation, car les corps doivent être retrouvés et enterrés pour éviter que cela puisse représenter un danger pour les populations environnantes. Au cimetière de Rugerero, en district de Rubavu, certaines des victimes de la catastrophe qui a touché les provinces de l'Ouest et du Nord ont été enterrées en présence de leurs proches et la population en général, ainsi que de la présence du Premier ministre, venu réconforter la population au nom du président de la République et du gouvernement. Dr Edouard Guiléné a demandé à ceux qui ont perdu des êtres chers de faire preuve de courage et a assuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter une assistance appropriée aux personnes touchées par la catastrophe. Arabié s'est rendu un peu plus tôt en district de Ritsiro, où la population a déclaré que les effets néfastes de cette catastrophe ne peuvent pas leur faire oublier les niveaux de développement atteints par leur région grâce au bon leadership du pays. Le centre de Guissaz, en secteur Moussassa, a été gravement impacté par les effets des inondations qui ont touché cette partie du pays. Les rivières des Koko et des Guichiwa, proches de ce centre, ont débordé de leurs lits et ont inondé les maisons et les commerces environnants. Ce centre comptait 150 maisons et les habitants sur place sont désespérés de retrouver les niveaux de vie d'avant la catastrophe. Toutefois, ils ont loué la solidarité des voisins qui ont apporté un soutien rapide aux sinistrés. Selon les bilans encore provisoires des autorités locales, 27 personnes ont perdu la vie, dont la catastrophe à Rutsiro, tandis que 207 maisons ont été complètement détruites. Plus de 300 familles doivent être relocalisées ailleurs, car la zone est devenue très dangereuse pour leur survie. Certains ont trouvé refuge dans des églises, des écoles, et d'autres ont été hébergés par leurs voisins. Le pont Mwigo de la rivière Mwogo, qui relie les districts de Nyanza, Ruhango et Nyamagabe, a été totalement inondé en raison des pluies torrentielles qui viennent de frapper cette partie du pays, et plus personne n'ose l'emprunter. Merci beaucoup à Nyiridandi, Patrick, Monsieur Bernard. Le bilan, il est catastrophique. Est-ce que vous qui êtes spécialiste de la question, vous travaillez au jour le jour avec les partenaires au niveau national et ainsi qu'au niveau de la région et même à l'international, avez-vous à un certain moment vu des signes avant-coureurs d'une telle situation? On pourrait dire que déjà, la situation aurait pu être plus dramatique si déjà il n'y avait pas eu des déplacements des populations ou bien des évacuations qui ont déjà été planifiées. Les différents ministères qui sont en charge de ces crises avaient déjà commencé à évacuer un certain nombre de populations dans plusieurs endroits. Et il y a déjà des mesures qui ont été faites pour essayer de diminuer l'ampleur. Ce qui veut dire que nous savions que ces zones sont déjà sensibles à l'inondation. Mais cela étant dit, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte que nous pouvons... si nous regardons par exemple le rapport de l'Agence sur le changement climatique qui, à chaque année ou avant la grande conférence pour les négociations sur le changement climatique, émet des nouveaux rapports chaque fois, ils remettent à la hausse ou ils augmentent les prédictions qu'ils avaient annoncées antérieurement. Et ce n'est pas seulement des chiffres, parce que maintenant nous observons que ce qui a été anticipé en termes d'accentuation
des événements extrêmes. Nous les observons. Et c'est ce que l'agence de la météorologie au Rwanda a annoncé dernièrement. Météo Rwanda a annoncé que il y aurait des pluies diluviennes. En tout cas, la météo avait annoncé, mais on n'avait pas vraiment prévenu, on n'avait pas imaginé, pas une seule seconde, qu'on aurait assisté à des scènes aussi désolantes. Effectivement, parce que nous avons des capteurs qui nous disent un peu comment se comportent les nuages, mais on ne peut pas exactement savoir quelle est la quantité qui va tomber. Et ce qui est le fait, c'est que nous avons observé la plus grande pluviométrie jamais enregistrée sur le territoire. C'est-à-dire, c'est vraiment la pluie auquel on n'aurait jamais pensé. Presque 200 mm de pluie dans un seul événement. C'est important et ça vient après un deuxième, je dirais, un deuxième record il y a presque une année. Donc ça veut dire que nous sommes dans une phase où nous sommes en train de passer de record en record et donc nous avons complètement changé la façon dont nous anticipons les événements parce que nous ne sommes plus dans la climatologie, disons, classique. Nous sommes dans une autre phase de changement climatique, d'intensification des événements extrêmes que nous devons mettre en compte dans nos planifications et interventions. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'annonce et même l'introduction de l'émission. Je parlais de la mère nature qui dicte sa loi. Est-ce que avec des chiffres, peut-on expliquer qu'au cours de 3 dernières années ou 4 dernières années, quand même, il y avait certains signes qui pouvaient nous mettre la puce sous l'oreille, comme on dit, de dire, écoutez, attention, tout de même. Et tout à l'heure, vous avez dit, n'eût été l'intervention de certaines agences gouvernementales, on aurait pu toucher le fond ou le pire. C'est-à-dire avoir récolté des informations bien auparavant, ça a été crucial de pouvoir justement jouer ce rôle de prévention. Absolument. Donc la sensibilité déjà aux questions de changement climatique, le fait que dernièrement, même le ministère des Finances a adopté une feuille de route pour les infrastructures résilientes. Donc la résilience sont les infrastructures et qui est une feuille de route qui va être bientôt adoptée par le ministère de l'Infrastructure. Et c'est une chose qui montre la grande sensibilité que nous avons maintenant par rapport au développement et au développement durable. Ça, je pense que c'est une pièce maîtresse dans la stratégie pour continuer à être sensible à ces questions, pour mettre surtout au premier plan les questions de sécurité, je dirais sécurité climatique ou sécurité tout court. Est-ce que justement, ça c'est très important, le point que vous venez de soulever, ça nous amène un peu à la réflexion de dire, écoutez, le changement climatique ou des questions climatiques ne doivent-ils pas ou ne doivent-elles pas ou ne devraient-elles pas peut-être être une affaire de tous? Est-ce que avec de tels événements, ce n'est pas le grand temps de dire, écoutez, ça, la question climatique, elle doit concerner tous les secteurs de la vie rwandaise ou de la vie africaine ou de la vie des citoyens du monde. Est-ce que les questions climatiques sont-elles au centre de nos préoccupations au jour le jour quand on parle des questions de développement? Est-ce que vraiment prenons-nous en compte comme il se doit les questions climatiques? Est-ce que c'est fondamental? Si nous regardons les feuilles de route, différentes feuilles de route que nous avons au niveau du continent, au moins sur le papier,
nous commençons à nous rendre compte qu'il faut faire quelque chose. Nous avons la chance que nous avons un système de gouvernance qui dépasse simplement les effets d'annonce et entre. Et vous savez que les chartes, par exemple, nous avons au niveau même des gouvernements locaux ou des districts et des chartes sur la sécurité, on appelle ça human security. La traduction ne me vient pas d'emblée. Mais ça veut dire que les personnes qui sont dans un état précaire doivent on a des indicateurs qui nous montrent si nous entrons progressivement nous quittons un état de vulnérabilité et nous entrons plutôt dans un état de résilience. Donc ces chartes sont très importantes pour au moins diminuer l'ampleur des événements comme ceux-ci qui sont malheureusement très difficiles à prédire. Très difficile à prédire, c'est vraiment assez difficile, mais nous avons quand même des conférences internationales. Nous avons par exemple la COP qui des questions sont mises sur la table par les spécialistes. Est-ce que déjà de manière globale arrivons-nous à se mettre d'accord? Par exemple, on sait qu'il y a des politiques qui exigent aussi certains moyens financiers, je dirais même certains sacrifices pour vraiment y parvenir. Est-ce que, après autant d'années que le monde, l'Afrique essaie un peu de discuter, au moins de tabler sur ces questions, avons-nous avancé sur ces questions-là? Est-ce que nous en faisons la priorité dans nos États, dans nos gouvernements respectifs? Il y a plusieurs sons de cloche par rapport à cette question. Les optimistes disent que nous avons quand même obtenu un fonds sur les pertes et dommages. Et donc, c'était déjà un signe que si on commence à considérer que les pertes directement qu'on peut lier au changement climatique qui affecte nos pays peuvent être compensées par un fonds international, c'est qu'il y a une responsabilité et il y a un pas en avant. Les pessimistes disent plutôt que le fonds climatique se concentre davantage sur les questions de carbone et donc de mitigation que les questions, donc diminuer les effets du réchauffement climatique. Du réchauffement climatique, également des gaz à effet de serre. Exactement. Et moins à l'adaptation, donc à la capacité des communautés de s'adapter à ces situations qui sont inédites et des situations qui sont difficiles à gérer. Si vous voulez absolument contenir ou diminuer de façon significative les flux et les masses d'eau qui déferlent sur les collines, il faut travailler sur toute la colline. Il faut éviter ne serait-ce qu'une seule brèche, parce qu'une seule brèche avec une telle quantité d'eau devient une menace directe sur les vies des pays. Et donc là, il faut vraiment travailler à l'échelle, travailler de façon intense, se rendre compte qu'il est impossible d'évacuer toute une colline. Il faut s'y mettre. Donc, si nous avons progressivement les densités de population que nous avons maintenant, il faut faire avec. Il y a des compromis importants à faire par rapport à l'utilisation des terres, par rapport aux techniques qu'il faut adopter, peut-être aller à un autre niveau de technique qui peut-être sera plus cher, mais quelqu'un doit tenir ce coup et c'est la solidarité. C'est la solidarité, mais nous avons aussi vu des questions sanitaires aussi où on essaie un peu de parler de cette solidarité-là humaine qui doit caractériser les gens. Mais quand même, les pays n'ont pas forcément les mêmes priorités. Où nous avons par exemple les pays en voie de développement qui courent vers un début d'industrialisation.
avec certaines contraintes, alors que le monde essaie un peu de changer de paradigme, de passer à autre chose, ou de diminuer, par exemple, les gaz à effet de serre. Et nous savons que pour que nos industries qui grandissent, qui naissent, ont besoin quand même d'un certain fonctionnement qui aussi pas forcément très amical à l'environnement. Comment maintenant aujourd'hui les questions sont traitées? Mais c'est un peu aller aussi très loin. Mais comme dans les pays en voie de développement, nous mettons un accent où la réalité quand même nous montre que le gros de nos populations vit en zone rurale. Et c'est ce gros de la population qui vit grâce à l'agriculture. C'est la terre qui est à travailler, labourée, chaque année, saison après saison. Est-ce que ces gens ont-ils une connaissance ou ont-ils des connaissances requises aujourd'hui du changement dans lequel le monde est en train de passer aujourd'hui et qu'eux aussi, par rapport à leurs activités, que ces gens puissent s'adapter à ce changement ou ça se discute au plus haut niveau et que le gap reste assez quand même important au niveau de la population en bas? Une question difficile parce que on ne pourra pas dire que nos communautés ne sont pas sensibles aux questions de changement climatique. Sensibles, oui, mais comprennent-elles vraiment l'ampleur de la question? Une question, j'aurais tendance à dire oui et non. Ok. Parce que d'une certaine manière, nous voyons des pratiques, des gens qui ont des terrasses progressives. Après quelques années, ils veulent gagner un peu plus de terre pour faire une autre culture et détruisent en partie ces terrasses progressives. On pourrait se dire, mais ils ne comprennent pas. Mais de l'autre, nous savons... Donc ils font d'une part une chose et son contraire à la fois. Oui, parce qu'il y a l'effet de la sensibilisation, il y a l'effet des projets qui viennent, qui mettent en place des infrastructures que les gens apprécient de prime abord. Et puis après, il y a différents changements qui peuvent influencer dans un sens et dans un autre. Mais nous voyons aussi beaucoup de choses toujours en place et toujours protégées. Si vous voyez une colline où il y a une densité d'arbres ou de haies vives importante, ce n'est pas le gouvernement qui vient maintenir cela. C'est les populations qui le maintiennent eux-mêmes. C'est eux qui en prennent en charge, c'est eux qui comprennent l'importance de cela. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas, toutes les communautés et toutes les collines ne sont pas au même niveau. Il y a une disparité dans l'entendement, dans la sensibilité à ces questions, je dirais. Mais maintenant, de manière pratique, déjà, comment comprendre les causes profondes de ces inondations aujourd'hui? Parce que les inondations, ce n'est pas un mot nouveau, c'est quelque chose, les inondations ont toujours été là, mais leur magnitude, leurs conséquences sur nos vies ne sont pas forcément les mêmes. Mais de manière globale, quelles sont les causes de ces inondations? D'abord, les pluies intenses. Ça, c'est le facteur qui, dans les dernières années, a pris le dessus. Nous avons des inondations, disons, plus légères, plus lentes, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu les inondations qu'il y a eu à Bujumbura, par exemple, qu'il y a un moment où le lac, où les rivières montent, du lac Tanganyika? Du Tanganyika, où les rivières montent progressivement, et disons, les gens ne sont pas surpris. Mais les inondations... Parce qu'à Bujumbura, des quartiers entiers ont été rasés par ces inondations. Absolument. Donc, nous avons vu le cas du Pakistan, un cas dramatique également, le tiers de pays sous les eaux.
pour des raisons différentes, mais toujours liées au changement climatique, toujours liées soit à la précipitation, mais là c'est aussi les fontes des neiges, donc c'est une autre question. Mais c'est toujours le changement climatique. Toujours en filigrane, si vous regardez bien, c'est la chose qui change, qui fait que tout d'un coup, des populations qui n'étaient pas habituées à voir des flots aussi importants se trouvent complètement sous les eaux. C'est le changement climatique, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les pratiques. Il se fait que dans les régions où il y a un bon climat, comme le Rwanda par exemple, la densité de population tend à augmenter. Et donc la pression sur les terres augmente. Il y a une certaine déforestation, bien que par rapport aux objectifs de réforestation, le Rwanda a atteint ses 30% du territoire couvert par les forêts, ce qui est une prouesse. Une prouesse, parce que en regardant la densité de population. Mais il y a cette pression. L'autre facteur, donc à part la déforestation, c'est les pratiques. Alors, on pourrait regarder de manière concrète. De manière concrète. Quand vous dites les pratiques agricoles, les pratiques agricoles. Oui. Là, nous devons être assez concrets parce que déjà la partie ouest du pays qui a été malheureusement frappée par ces inondations, c'est une des parties du pays où quand même il y a des terres arables. Effectivement. Mais quand on discute de la question, par exemple, de ce qu'on appelle les écosystèmes ou les fonctions écosystémiques, donc le service écosystémique qu'un bassin versant, excusez-moi du terme un peu hydrologique, le bassin versant, c'est ce qui contribue à une certaine rivière, au flot qu'on trouve dans la rivière. Quand on regarde un bassin dans un état naturel, donc si vous vous trouvez en Nyungwe, vous avez une rivière qui passe dans Nyungwe, vous avez une certaine... Dans les collines surplombant cette rivière, vous avez tout un ensemble de mécanismes qui vient du couvert végétal, mais qui vient aussi du paillage, qui vient de tout ça, qui contribue, qui fait comme un tampon quand il y a des événements extrêmes. Ce tampon se perd quand il y a une activité humaine, parce que soit on perd le couvert végétal, soit on perd le paillage, soit on perd les deux. Alors, ça, c'est ce qu'on essaie de refaire quand on fait ce qu'on appelle une gestion durable du bassin versant. Mais c'est vraiment revenir aux bases. Et ce n'est pas un combat gagné à l'avance. Oui, c'est pas donné. Voilà. Et par exemple, quand on voit par exemple les résistances qu'il y a à certaines pratiques, au terrassement, les gens disent que ça coûte cher, ça demande du temps pour s'habituer. Ça montre un peu la difficulté de revenir aux fonctions de base écologiques, aux fonctions écologiques d'un bassin versant, qui permet de réduire les événements extrêmes ou la sévérité des événements extrêmes. Nous sommes quand même dans un pays appelé le pays de 1000 collines, à plus forte raison. C'est même plus de 1000 collines, c'est en tout cas moins dire. Est-ce que face à la situation à laquelle fait face le monde, sommes-nous supposés, obligés d'avoir un certain comportement par rapport à l'environnement, un comportement qui soit particulier dans la gestion de la terre, dans la gestion de la terre, quand je parle de la terre, aussi des terres habitées, des terres arables ou des terres pour l'habitat, tout ça. Sommes-nous censés avoir une certaine discipline, si je dois le dire, ou une certaine façon, une gestion particulière par rapport à notre position géographique ou à notre relief, par exemple? Absolument. Les autres régions du monde qui ont à la fois un besoin d'agriculture intense comme le nôtre et qui ont un relief comme le nôtre
font du terrassement systématique. Et ça marche? Ça marche. On a aussi des éboulements sur les. Si vous regardez les documentaires sur les terrasses en Chine, que désormais certains ne le font plus seulement pour des raisons agricoles, mais aussi des raisons touristiques, parce que c'est devenu un objectif touristique. Il y a aussi des éboulements. Mais les éboulements, ce sont des petits éboulements micro, localisés, qu'on peut gérer. Donc il y a des petits épisodes qu'il faudra gérer. Mais la situation dans l'ensemble est vraiment, je dirais presque sous contrôle. Bien que pour une certaine partie, on voit vraiment une maîtrise de la situation, pas à 100%, mais vraiment une grande maîtrise de la situation. Cela demande beaucoup de changements dans la façon de travailler, mais il y a des opportunités. Donc il y a des opportunités par rapport à ça. Simplement, ça demande un travail intensif, un travail de tous les jours, parce qu'il faudra à la fois travailler sur les mentalités, sur l'adoption de ces techniques, sur la domestication, je dirais même la domestication de ces nouvelles techniques. De cette nouvelle technique. Et en même temps, travailler sur les autres opportunités qui sont les incitations financières, par exemple. Nous voyons, j'ai vu dernièrement une ONG, j'ai loué l'initiative, ils ont essayé de calculer le carbone qu'il y a dans le fait de construire une terrasse. Cela veut dire que, d'une certaine manière, il y a un flux de financiers additionnel qui peut motiver les populations à travailler. Bon, est-ce qu'on peut mettre ça à l'échelle de tous les territoires? Ça prendra du temps. Nous avons aussi d'autres initiatives avec le ministère du gouvernement local, du ministère de l'administration locale. L'administration locale, merci, qui travaille plutôt sur le travail collectif, sur la mobilisation des communautés à travailler avec des incitatifs plus culturels, par exemple les prix, les meilleures collines, les meilleurs villages, les meilleurs ménages qui travaillent bien sur leur terre. Afin de les inciter ou à les appeler, à les pousser à exceller dans cette gestion-là. Dans cette gestion-là. D'autre part, les points sensibles, névralgiques, où nous avons vraiment des inquiétudes majeures, le gouvernement est en train de mettre en place des projets et donc d'élever des fonds pour pouvoir réhabiliter. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. On ne peut pas tout le mettre en place du jour à l'autre. Il faut un certain temps pour mobiliser ces ressources et pour les mettre en pratique. Et quand bien même les ressources financières peuvent être disponibles ou peuvent être disponibilisées, avec l'environnement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un jour, ce n'est pas une machine qu'on fabrique en un jour. Quand même, ça demande une certaine patience aussi pour que certaines structures, certaines choses se mettent en place. Mais comme nous parlons bien des inondations au niveau de la région des Grands Lacs, c'est vrai, il y a la partie ouest du Rwanda, également une partie du sud qui a été frappée, mais également la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi une partie du Burundi qui également a été frappée par ces inondations. J'aimerais bien qu'on puisse suivre un élément, c'est un reportage de nos confrères au niveau de la RDC. C'est dans le territoire des Kalehe. Le territoire des Kalehe, c'est en tout cas le long du lac Kivu, le lac que nous partageons avec la RDC. C'est en tout cas des scènes de désolation. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Ce sont des territoires, ce sont des zones qui sont côte à côte. On va suivre pour comprendre que cette question, elle n'est pas que ici au Rwanda, mais c'est une question qui doit alerter tout le monde au niveau de la région et notamment la région des Grands Lacs. Bouchouchou isolé du territoire des Kalehe.
après les débordements des eaux des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette partie du site Kivu. Difficile d'arriver sur le lieu du drame et voilà pourquoi il faut emprunter une botte pour vivre les lives de ces calvaires. Sur place, ce sont des pierres qui ont enseveli les habitants du milieu. Tristesse et désolation sur le visage des rescapés et certains ressortissants des Calais qui sont venus assister les leurs. Aux premières heures, des corps tirés des décombres et acheminés dans une structure sanitaire la plus proche. Ils ne savent plus quoi faire ces rescapés. C'est une désolation comme le témoigne. Ilianza saa 11:01. Ilikuwa saa 11:01. Motoni kaanza kushuka. Mvula kaanza kunyesha kwanza. Mvula wakati inanyesha inamaliza sawa vipande ya saa 2:30 iko nanyesha. Ndio mtoni inaanza kuporomoka. Sasa kisha kuporomoka. Watu wanaanza kulia. Sasa balilia manake wote wanaanza kukimbia. Wamoja wanakimbia. Pengine kwa hiyo wanakimbilia mtoni na bakutana kule banabazika. Kwa hiyo wanakimbilia mtoni na bazika. Bakule hawatatoka kule aseme bavuke huko. Ba huko hawatatoka huko aseme bavuke kule ngambo. Hapana. Kweli nakwambia watu wote baliisha. Bwana, jamaa langu lote linaisha, watoto 9 na mtoto wangu wa kwanza maana anakufa. Ndio vile mzazi basi siwezi kusimulia mingi mzazi. Kwa saa hii maana hali iko maituti. Tuliki tunaona hali iko. Sisi tuko kotea barabara ya yulu, penye tu chini bote, hamna kupatikana hata mmoja. Na ndio hivi tuko mahali maituti na tuanzie fasi fulani mfadhili atoka hapo kusaidia hii population yetu. Mshama yangu bakubwa wangu 3 walikufa na watoto yao wote. Wa kwanza alikufa na watoto 5 na wa pili akakufa na watoto 6 na watoto akakufa na watoto 3. Njo vile tulitoka tu bamu mwetu, tulitoka mie na papa na mama na badogo yangu. Bushushu et Nyamukubi désertés suite à cette catastrophe naturelle. Les autorités pensent qu'il faut délocaliser cet endroit pour ne plus revivre ces événements. À Luzira, un pont s'est effondré la matinée de ce vendredi 5 mai 2023. Après le drame, la circulation est coupée et Calais devient isolé du reste de la province. En rappel, une tragédie similaire s'est produite à Rambira dans les années passées, causant plusieurs décès sur place. D'où l'implication des autorités dans la prévention des catastrophes naturelles en province du Sud Kivu. Sur place, Achiza Katera et Eric Chokola vous relatent les faits. Voilà, et donc c'est Eric de la radio-télévision Goma et à Kivu. Nous sommes dans le sud de Kivu, donc ce qu'on appelle le Kivu Belt. Nous sommes le long du lac Kivu. On a entendu des pères de famille et des mères de famille, des gens qui ont perdu une dizaine de membres de famille, des gens qui sont restés seuls. Quand même, comme on dit en français, à quelque chose malheureux bon. Est-ce qu'on peut dire que cette situation va être un déclic, par exemple, à prendre à bras le corps la question, cette question-là de la prévention de telles tragédies, et que peut-être aussi que la question soit vue et gérée de manière globale, parce que finalement on se rend compte que pour la nature, il n'existe pas de frontières, Monsieur Bernard. Effectivement, quand il y a eu des événements en Allemagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui... et on se demandait mais pourquoi ce n'est pas arrivé dans tous les pays en Europe, par exemple. Bon, d'une partie, on disait bon, les pluies étaient localisées à certains endroits, c'est pour ça que certains endroits sont plus affectés. De l'autre, c'était aussi parce que l'expérience passée
a permis à certains pays d'augmenter l'investissement qu'ils faisaient et les normes qu'ils utilisaient pour la résilience des infrastructures, pour l'évaluation, les autorisations d'occupation des terres, pour pouvoir prendre en compte les risques futurs possibles. Et par exemple, les pays comme les Pays-Bas, qui sont assez sensibles aux questions des inondations, parce qu'ils vivent déjà en dessous du niveau de la mer, ils ont des normes qui sont... Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir des épisodes dramatiques qui ont été des moments de réflexion et de prise de décision importantes. Il faut absolument que ça ne soit pas... Nous avons déjà, par exemple, dénommé le corridor qui va de Musanze vers Vunga Shira Hospital, le corridor, on appelle ça Vunga Corridor, qui est déjà identifié comme une zone sensible, où on fait vraiment attention et tous les projets, les ressources possibles sont un peu déjà en convergence vers là. Nous espérons que dans les années à venir, déjà le fait de qualifier cela comme zone à risque met déjà dans les esprits qu'il faut une certaine attention particulière à tout ce qu'on y fait. Infrastructure, gestion des flux, protection des berges des rivières et tout ça. Donc occupation des terres, surtout dans les bas-fonds. Faire attention à cela, démarquer toujours les zones à risque pour que, au cas où des personnes viennent s'installer, on les marque, on les identifie avant. Donc c'est toute une chaîne de choses à mettre en place et un système à mettre en place. Ça nous ramène un peu à la notion de la gestion intégrée. Par exemple des inondations, parce qu'on a identifié un corridor, donc une zone à haut risque ou qui présente en tout cas un certain danger. Est-ce que ça va nous amener à repenser, particulièrement dans cette partie du pays qui a été affectée, et qu'aujourd'hui on dispose des informations assez sûres sur les dangers qui les guettent. Allons-nous, mais aussi j'aimerais bien que vous puissiez rapporter ça à l'échelle nationale, allons-nous repenser par exemple notre manière de faire l'agriculture? Allons-nous repenser notre manière, notre politique de l'habitat, par exemple dans ces zones-là? Ou allons-nous juste dire, écoutez, guettons, observons les signes et puis on va faire la prévention? Est-ce que allons-nous remettre un peu en cause ou repenser, je veux dire, notre manière de vivre au jour le jour? Je ne commenterai pas à fond la politique de l'habitat. Parce que c'est toute une discipline et toute une série de décisions qui a été prise par rapport à l'occupation actuelle, par rapport à ce que nous appelons le plan directeur de l'habitat et de la gestion du territoire. Ce plan directeur a aussi comme principe d'éviter absolument les zones à risque. Le fait, c'est que l'évacuation n'est pas automatique. Donc probablement, il y aura une accélération des évacuations, certainement. Et ça, c'est déjà en place, c'est déjà en route. Mais l'autre partie, c'est effectivement continuer à réfléchir s'il n'y a pas d'autres zones par rapport au changement climatique qui entrent dans cette catégorie. Ça, c'est peut-être une réflexion qu'il faut continuer à faire. Continuer à vérifier avec l'agence de météorologie si nous avons des tendances encore à avoir des pluviométries encore plus intenses, et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à l'occupation des terres, à la planification de l'habitat.
Il y a des partenaires aujourd'hui qui travaillent au jour le jour. Il y a votre agence qui est une agence gouvernementale. Mais tout à l'heure, je vous ai posé une question, je n'ai pas été très satisfaite. Par exemple, nous avons le ministère des Infrastructures, il y a le ministère en charge de la gestion des catastrophes, il y a vous, il y a plusieurs partenaires, plusieurs institutions qui déjà on retrouve la question de l'environnement un peu partout. Mais est-ce que, par exemple, dans ce qu'on apprend à nos populations au niveau de la base, que faites-vous aujourd'hui, par exemple, pour faire un peu ce plaidoyer, apprendre aux citoyens lambda, ordinaires, d'avoir une certaine compréhension déjà de la question de l'environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a des efforts qui nécessitent d'être conjugués et aussi même dans les centres urbains? Parfois, on peut se dire que c'est une question pour les gens qui vivent en zone rurale, mais même dans les zones urbaines. Nous sommes journalistes, mais nous voyons vraiment que les gens comprennent très mal la question de l'environnement. C'est un chantier ouvert. Un chantier ouvert. Je pense qu'il n'y aura pas une solution unique à cette question, une recette magique qui va mettre que la sensibilité écologique vienne d'emblée à tout le monde. Parce que si déjà nous avons le même problème, même type de problème dans des pays dits avancés, cela veut dire que nous ne serons pas à 100%. Est-ce que c'est une excuse? Ce n'est pas une excuse. C'est une excuse de dire, écoutez, comprenez, vous savez, ce qui nous arrive, c'est aux États-Unis aussi, ils ont été frappés. Regardez l'Inde, récemment a été frappée par ces inondations. Regardez le Nigeria, regardez l'Allemagne. Est-ce que ça doit être une excuse pour nous? Ce n'est pas une excuse, comme vous le dites, parce que nous n'aurons pas un deuxième pays. Comme on dit, on n'aura pas une deuxième planète. Donc, il faudra bien vivre avec cette situation. D'autre part, nous savons que nous pouvons réduire les impacts, nous pouvons gérer un peu mieux ces situations, nous pouvons éviter. Mère Nature, elle est capricieuse. Il y a une énergie énorme dans ces phénomènes qui peut détruire un pont, des routes en quelques secondes. Ça veut dire qu'il y a une force énorme. Donc, il y a des endroits où il faut évacuer. Mais si nous faisons ce travail de fourmi, que chacune de nos collines, depuis le sommet jusque dans les bas-fonds, nous avons les mesures qu'il faut, nous pouvons vraiment maintenir au moins le capital naturel que nous avons en amont. Le capital, cela passe aussi également par des mobilisations, des fonds quand même. Soyons aussi réalistes. Nous savons que tout cela, c'est bien beau, mais il va falloir disponibiliser des fonds. Est-ce que pouvons-nous un peu s'imaginer avoir, par exemple, un fonds qui puisse tenir compte de tout ça, un fonds où tout le monde y contribue, par exemple, de dire, écoutez, peu importe le secteur, et que tout le monde y contribue, parce que nous parlons de la mère nature et nous parlons des changements climatiques, nous parlons d'un pays que nous partageons, nous parlons d'une planète que nous partageons. Est-ce qu'au niveau national, peu importe le secteur où on se trouve, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, un fonds où tout le monde peut contribuer pour parer à toute éventualité, par exemple? Il y a les fonds pour la réponse aux situations d'urgence. Ça, c'est un fonds, disons, que je ne commenterai pas beaucoup, parce que ça, c'est un fonds ça va de soi. Et il est déjà un peu mis en place. Mais comme le dit très bien le ministère en charge de la prévention, ils disent, de la gestion des crises, ils disent, si vous faites plus de votre côté, nous, on demandera moins de fonds. C'est-à-dire, si nous faisons plus de prévention, il y aura besoin de moins de fonds
pour les cas d'urgence. Il y aura peut-être toujours des cas d'urgence. On ne peut pas absolument être à 0 cas d'urgence parce que quelqu'un peut être en voyage, ne pas regarder les annonces météorologiques et se retrouver par des situations. Donc il y a toujours des situations qu'on ne peut pas prévoir. Mais il y a quand même beaucoup de choses que nous pouvons faire pour la prévention. Et j'aime l'idée du fonds, qui est une idée qui est assez ancienne, en fait. Il y a ce qu'on appelait le fonds de l'eau, par exemple. Il y avait le fonds de l'environnement. Le fonds Néroy, par exemple, c'est lui-même en soi est un fonds de l'environnement. Il n'a pas nécessairement toutes les ressources, parce que quand nous avions fait le coût pour le changement climatique et la résilience au changement climatique, il a été estimé à plus d'une dizaine de milliards de dollars. Et c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir d'emblée. Mais cela étant dit, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'exemples de petits fonds, de mécanismes de transfert de fonds parmi les utilisateurs et les gens qui sont concernés par la question, qui est possible. Et ce qu'on appelle les instruments. Donc il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de véhicules, on appelle ça les véhicules financiers qui sont en train d'être testés au niveau de ces agences dont je vais parler, qui sont prometteurs. Le problème, c'est qu'il faut faire vite. Et c'est ça la question. Et c'est ça la grande question, la grande difficulté, c'est il faut faire vite pour éviter, pour être au moins plus près au prochain épisode, qui ne va pas peut-être faire... Qui ne va pas nous prévenir. Qui ne va pas nous prévenir, qui vient de plus en plus vite. Et donc là, c'est vraiment la grande question. Et peut-être pour terminer, parce que le temps aussi n'est pas forcément notre avantage, pour ce qui est de ces inondations, je le rappelle, on a perdu déjà, nous avions eu déjà des dégâts en vies humaines, des dégâts matériaux. Nous avons perdu le bétail, les champs et les cultures. Aujourd'hui, pour ce qui est de la prévention, si on doit proposer, si vous devez proposer, par exemple, des solutions comme ça, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile que vous allez prêcher ici, mais s'il faut dire les urgences qu'on a par rapport à la résilience, c'est quoi qui doit passer en avant? Allons-nous d'abord protéger l'homme? Allons-nous protéger ses activités? Allons-nous dire les activités agricoles? Allons-nous protéger la terre? Allons-nous protéger le bétail ou les infrastructures? Parce qu'on doit avancer. C'est quoi l'urgence des urgences? L'urgence des urgences, c'est l'évacuation, absolument. Parce que le coût humain, la vie d'une personne n'a pas de prix. Donc on ne pourrait pas le mettre en balance par rapport à autre chose. Et donc l'évacuation, c'est la priorité. Pouvoir évacuer les populations et les trouver d'autres lieux plus sûrs, c'est la priorité absolue. Après vient naturellement pour moi la protection à partir de l'amont. Donc commencer à traiter le problème à partir de la source, qui est le deuxième facteur après la pluie, qui est les collines et l'état de nos bassins versants, comme je dirais. Parce qu'en proposant des solutions, il existe certaines propositions, certains plans qui existent déjà. Il y a par exemple la gestion des inondations pour le futur, le risque futur d'inondation vers 2050. Ça, c'est quelque chose de très important. On parle de la gestion des événements météorologiques extrêmes. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, quand on parle de la prévention, on parle également de l'équipement? Sommes-nous assez équipés pour aussi avoir cet œil-là qui nous permet un peu de prévenir les risques ou des catastrophes comme celles qu'on vient de connaître?
J'ai eu la chance de travailler un peu avec l'agent météorologique, justement sur des questions d'inondation. Ils nous ont dit la difficulté, par exemple, que le radar que nous avons actuellement à Malanino, Bugesera, de pouvoir voir un peu en détail ce qui se passe au niveau des collines, bien que nous avons la collaboration régionale qui nous donne un peu en grand, mais nous n'avons pas toujours les détails dont nous avons besoin pour pouvoir comprendre un peu ce qui va se passer. Et il y a un plan d'investissement qui cherche un autre équipement qui va pouvoir regarder plutôt dans cette zone en particulier. Donc ça, c'est pour nous une chose importante qui va améliorer beaucoup ce qu'on appelle les outils numériques pour pouvoir comprendre et prévenir. Il y a une question fondamentale qui divise le monde, c'est la participation des grands qui ont contribué justement à détruire un peu cette mère nature. On parle des promesses qui traînent et qui n'ont malheureusement pas été tenues, comme les gens l'ont dit, l'ont annoncé. Est-ce que, si je dois me permettre de le dire, les petits pays, le continent africain par exemple, qui veut décoller, qui veut avancer, est-ce que peut-on imaginer un peu une certaine autogestion, avoir une certaine autogestion de la question de l'environnement sur le continent africain qui reste quand même un continent qui aujourd'hui permet au monde de respirer encore ou d'avoir le peu de bonheur qu'on a à vivre par rapport à l'environnement. Est-ce que l'Afrique peut se prendre en charge et dire, écoutez, ayons une politique propre en nous pour d'abord s'autogérer et s'auto-protéger? Si les grands ne contribuent pas? Je pense que, comme dans certaines des conférences, j'ai entendu dire que si cela doit arriver, il doit d'abord commencer au Rwanda. Au Rwanda. Donc je dirais, faisons d'abord notre part. Certainement, ça va lever beaucoup, mais il y a des mécanismes, effectivement. Il est beau de voir que les gens, maintenant en Afrique, prennent facilement les leçons des autres. Il y a des échanges sud-sud, il y a l'échange entre les pairs. Et donc ces mécanismes sont déjà une bonne chose, mais on a besoin d'exemples, on a besoin de moteurs, on a besoin de centres d'excellence, comme la politique africaine de sciences et technologies le préconise. Il faut absolument qu'il y ait des centres d'excellence qui lèvent les autres et qui permettent d'accélérer. Les centres d'excellence. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie pour cet éclairage et surtout les détails que vous avez apportés pour nous faire comprendre un peu ce qui est arrivé ou ce qui arrive à notre région et surtout comment prévenir à cette situation catastrophique. Je rappelle que vous êtes, en tout cas, vous êtes Moussana Bernard, vous êtes donc de la Rwanda Resources Water Board et c'est une agence étatique qui traite des questions de la gestion des eaux. C'est très important de comprendre ce que vous faites et surtout le partenariat et surtout les efforts au jour le jour pour nous aider, surtout éviter des drames qu'on a connus. Merci beaucoup à toutes les équipes au niveau de la régie, Schéma et tout le monde derrière la caméra. J'y suis Edis Abiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission Majuscule Propos.